Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Journaliste politique économique au Figaro. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique. Et bonsoir à vous Marika Brett. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous étiez la DRH, la directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo en ce 7 janvier 2015. Vous êtes à Charlie Hebdo, puis vous sortez, c'est ça, au moment de l'attaque? Non, j'allais dire par hasard ou par chance? Je suis pas Charlie Hebdo, je suis en rendez-vous bancaire. Vous êtes en rendez-vous bancaire? J'ai éteint mon téléphone. Voilà. Et j'ai éteint mon téléphone puisque je suis en rendez-vous bancaire. Je sors, il est 11h45, j'allume mon téléphone. J'ai un nombre de messages totalement anormal à cette heure sur mon répondeur. J'en écoute 2. J'entends Charme dans ces 2 messages. Je comprends immédiatement qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je ne sais pas quoi, évidemment, mais je comprends immédiatement. Mais qu'est-ce qu'il dit Charme dans son message? Non, c'est pas Charme, c'est des personnes qui me demandent si j'ai des nouvelles de Charme, parce qu'il vient de se passer quelque chose. Et là, je comprends et j'appelle Charme. Je suis d'abord frénétique et puis hystérique, on peut le dire, et je m'accroche au fait que s'il ne me répond pas, c'est qu'il est vivant, mais qu'il est débordé, ou qu'il est vivant et qu'il est blessé. Et puis je finis par l'apprendre par le commissaire du 11e arrondissement. Parce que vous vous y rendez? Non, à ce moment-là, je suis tétanisée, et au moment où j'apprends ça, je m'en souviens encore, et je m'en souviendrai toute ma vie, je hurle dans la rue, je hurle. C'est-à-dire, mais vous l'apprenez, pardonnez-moi Marika, comment? Par le commissariat, parce que... Qui vous appelle? Non, c'est moi qui ai un contact au commissariat du 11e. Et comme l'a dit sa maman ce week-end sur un reportage, beaucoup l'ont appris par la télé, par la radio. Et moi, je pouvais pas attendre de savoir les choses par la télé, par la radio. Donc vous avez appelé votre contact au commissariat du 11e, et c'est là où on vous a tout dit? On m'a pas tout dit, mais moi je voulais savoir pour Charme, parce que Charme était mon compagnon. Donc je voulais évidemment d'abord savoir pour Charme. Et là, j'ai hurlé pour ne, j'ai dit après, j'ai hurlé pour ne pas mourir étouffé de rage et de colère, parce que je n'imaginais pas des balles de Kalachnikov dans une salle de rédaction en plein Paris. Par contre, je savais combien ils étaient menacés, et en particulier Charme, qui, je le rappelle, avait été ciblé par Al-Qaïda Yémen sur une affiche aux côtés de Salman Rushdie. Recherche pour crimes contre l'islam. Et aujourd'hui ont eu lieu justement ces hommages. Vous y étiez, bien sûr. Oui. Comment C'est important. C'est important de rendre hommage à déjà nos plus grands talents du dessin de presse. Il faut le rappeler. Puis à cette bande là qui avait au cœur, au fond, ce que nous défendons, ou ce que nous devrions défendre de manière unanime, la liberté. Donc la liberté d'écrire, de dessiner, de rire, d'aborder tous les sujets avec humour. Donc c'est important de ce point de vue-là, et c'est aussi important, pas d'oublier sur pourquoi ça s'est passé. On peut pas parler du 7 janvier sans le 8 et sans le 9, sans dire quelle idéologie a présidé à ces 3 jours sanglants, barbares et mortifères, qu'on l'appelle islam politique, islamisme, islam politique, peu importe, mais c'est au cœur du sujet. Est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à ces hommages? Est-ce qu'il y a des films qui sont passés dans votre esprit? Comment est-ce que vous avez revécu les choses? Est-ce que à chaque fois qu'il y a ces commémorations, vous repensez à ces moments douloureux, vous repensez à vous-même dans la rue, en train d'hurler, parce que vous apprenez l'improbable, le plus terrible, le plus terrifiant? Les deux. Je pense à ces moments partagés, bien sûr avec Charme et avec eux tous, à ces moments de fou rire, à ces moments où on s'est engueulé parfois, et c'est bien comme ça aussi. C'est ça, une rédaction, on s'accroche. Je pense à ça, et je pense, et ça c'est quelque chose qui est assez difficile. C'est notre histoire d'amitié, c'est notre histoire et qui est devenue l'histoire nationale. Et au moment de l'hommage, c'est ce moment-là, en fait, on se dit, notre histoire de copains, de potes, qui rigolaient, etc., est devenue l'histoire nationale. Et pourquoi elle est devenue l'histoire nationale? Le plus important, c'est que juste après, la France a dit, en tout cas une grande partie de la France, je suis Charlie. Aujourd'hui,
c'est plus difficile de dire je suis Charlie. On en parle beaucoup. Manuel Valls était invité ce matin de BFM TV. Écoutez celui qui était Premier ministre à l'époque. C'est vrai qu'il y a beaucoup de complices, ou d'idiots utiles, si on permettait cette expression, ceux-là qui n'étaient déjà pas Charlie, qui revendiquaient d'ailleurs il y a une dizaine d'années de ne pas être Charlie. Ça a été une partie de la gauche, de la presse, de certains intellectuels. C'est ceux qui n'avaient déjà pas soutenu Salman Rushdie. C'est ceux qui aujourd'hui ne soutiennent pas Boualem Sansal. C'est ceux qui s'en prennent à Sophia Aram. C'est ceux qui considèrent que combattre l'islamisme et l'islam radical, c'est être, je mets des guillemets, islamophobe, c'est-à-dire ce mot inventé par le régime iranien pour clouer au pilori Salman Rushdie. Marie Cabrette, qui vous avez vu d'ailleurs Manuel Valls ce matin. Tout à fait. Qui était là. Je partage à 1000% les propos de Manuel Valls parce que vous l'avez dit, les slogans c'était je suis Charlie, je suis policier, je suis juif. Il y avait ces 3 slogans dans cette immense manifestation du 11 janvier 2015. On en est où sur ces 3 sujets? On en est où quand, je vais donner juste un exemple extrêmement récent, quand la députée Sophia Chikirou, pour contester un dessin de Coco dans Libé, un dessin où elle associe les ruines de Gaza, la famine et le ramadan. Sophia Chikirou publie et répond à Coco en lui disant « Vous n'aurez pas ma haine, mais vous la méritez », ce qui est d'une perversité sans nom, parce qu'elle reprend le titre d'un livre d'un rescapé du Bataclan et elle envoie les autres faire le sale travail auprès de Coco d'insultes et menaces. Et d'ailleurs, ce jour-là, elle a reçu des kilomètres de menaces. Donc oui, je suis d'accord avec ça. Et avec le reste, on en est où de l'antisémitisme? On en parle parce que le 9 janvier, c'est... des appels aux attentats et à la haine. Vous avez vu encore ces propagandistes franco-algériens qui, tour à tour, sont arrêtés. Combien on va en retrouver des comme ça? Mais absolument. Et donc on a, pour moi, un état des lieux au bout de 10 ans. Le mien, en tout cas, il est pas du tout optimiste parce que moi, la question que je pose et j'y réponds, c'est est-ce que aujourd'hui il y aurait un autre 11 janvier? Et je réponds que je ne le crois pas. Parce que les conditions sont... Parce qu'on a fracturé, on a tout, parce que il y a une fracture de la société qui est impressionnante, parce que des entrepreneurs identitaires ont gangréné la gauche, littéralement, une partie de la gauche, en tout cas, qui ne sait plus où est sa boussole républicaine. Ça, c'est quand même sidérant de voir Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un discours absolument percutant le jour de l'enterrement de Charles. Il faut le réécouter ces mots contre la barbarie, contre le fanatisme religieux, et qui aujourd'hui dit tout le contraire, dit le contraire sur la laïcité, dit le contraire sur le port du voile, dit le contraire sur tant d'autres sujets. Vous ne le reconnaissez plus? Ah bah c'est pas que je le reconnais plus, c'est que je combats ce qu'il dit profondément. Jean-Michel Salvatore, oui, vous aviez en plus, vous avez toujours d'ailleurs, un ami qui faisait partie de l'équipe de Charlie Hebdo. Oui, moi je connais Philippe Lançon qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Le Lambeau, qui a eu le prix Femina. Je voyais de temps en temps aussi Cabu, et qui m'avait dit à l'époque, parce qu'on avait un ami commun, il m'avait dit à l'époque, avec tout ce qu'on dessine, ils finiront par nous buter. Il m'avait dit ça, comme ça, plusieurs fois. Moi, j'avais une question à vous poser sur la relève, sur tous les jeunes qui sont maintenant à Charlie et qui vivent avec cette menace et avec ce qui s'est passé. D'abord, comment vous les avez trouvés? Est-ce qu'ils se sont manifestés spontanément parce qu'ils se disaient que finalement, il y avait un combat à mener et que ce combat, ils avaient envie de le mener au sein de la rédaction de Charlie Hebdo? Ils se sont manifestés parce qu'ils avaient en tête... ce rêve de venir travailler à Charlie, parce qu'en réalité, pour tous, à chaque moment, quand Charb, Luz, Oris sont arrivés à Charlie, c'était travailler auprès de Cabu, de Cavana, etc. C'était le Graal. Donc ils avaient ce rêve, et sauf qu'après le 7 janvier 2015, ils se sont dit, il faut qu'on arrête de rêver, il faut qu'on y aille. Et il y a une relève de ce point de vue-là qui est engagée, et d'autant plus engagée que travailler au journal, c'est pas les meilleures conditions de travail qui soient. Se rendre compte, on l'a dit plein de fois, mais
des locaux où on ne peut pas recevoir personne, ou quasiment pas. C'est un bloco, c'est les portes blindées, les vitres blindées, les agents de sécurité. Enfin, faut vraiment. Il y a pas d'insouciance, quoi. C'est vraiment. La légèreté en tout cas. Ouais. Et pourtant, ils sont autour de la table de rédaction. Le journal est dans les kiosques toutes les semaines depuis 10 ans. Et cette relève, elle est volontaire. On peut peut-être les citer. Il y a Juin. Il y a Juin, il y a Biche. Oui. Il y a Félix. Félix qui est un dessinateur, comment dire, qui soulève beaucoup de controverses, mais c'est ça aussi. Cabu, en son temps aussi, a soulevé beaucoup de controverses. Cabu qui dessinait contre l'armée, combien de procès, et d'ailleurs perdu les procès. Mais c'est ça, le langage satirique et le dessin de presse. Gilles Boutin, oui, Figaro. Vous parliez de cette partie de la gauche qui s'est dévoyée par ses accointances, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, et la meilleure illustration étant Jean-Luc Mélenchon. Vous qui avez ressenti ce que pouvait être cette trahison, est-ce que vous avez eu le temps au fil de ces années pour analyser Samu, les raisons qui l'ont amené à effectuer ce cheminement? Quelle est votre grille d'analyse en fait? Ce que j'ai surtout pu voir au fil des années, c'est le changement d'entourage de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire de personnes que j'ai pu voir à ses côtés qui étaient républicaines, laïques, sans adjectif, etc., etc. Et ce changement progressif, j'ai parlé de Sophia Chikirou, je pourrais parler de Daniel Obono, enfin de cette fange-là. C'est pour ça que je parlais d'identitaire, de gens qui ne le sont plus, qui ne sont plus républicains. Donc j'ai vu cette évolution-là. Je me souviens de cette marche de novembre 2019. C'était quand même pas très loin après 2015, à l'appel d'imams radicaux, salafistes, fréristes, etc. Parce que on m'explique que oui, mais on peut pas savoir qui est à côté de qui dans les manifestations. Oui, mais il y a un appel. Et il y a un appel et l'appel est signé. Or, cet appel était signé de gens qui avaient voulu la mort de Charlie. Donc, ça, c'était un signe extrêmement fort pour dire, il y a vraiment un virage qui est pris. Et puis, ces échecs successifs aux diverses élections présidentielles, et donc ce virage qui vient à s'adresser à un électorat qui n'est plus un électorat citoyen, mais un électorat qui aurait des convictions politiques en raison d'une pratique supposée ou réelle, d'ailleurs, d'une religion. Mais vous diriez que Jean-Luc Mélenchon s'est laissé d'une certaine façon embarquer par ce nouvel entourage? Il y a forcément une démarche, mais il y a un calcul politique. Oui. Souvent, le courant, on suit il est trop cultivé pour se laisser embarquer sans sa volonté. Donc, je pense que l'appétit électoraliste est très forte. Vous me disiez aujourd'hui que, alors c'est vrai qu'il y a des jours comme ça où il y a des actualités terribles qui se juxtaposent, et on a appris tout à l'heure à la mi-journée la mort de Jean-Marie Le Pen, et vous me disiez hors antenne tout à l'heure que ça vous faisait réfléchir à quelque chose. Ça m'a fait, d'abord ça m'a rappelé les centaines et centaines de dessins de Cabu, de Charme et de tous à Charlie contre Jean-Marie Le Pen. Contre Jean-Marie Le Pen. Ils lui ont vraiment mordu le mollet, mais pendant des années, tout le temps, et d'une façon extrêmement drôle. Donc je me suis souvenu de ça, et la seconde d'après, je me suis dit se rendre compte que précisément pour cette partie de la gauche, aujourd'hui, Charlie est qualifié de torchon d'extrême droite raciste. Alors que, voilà, ces talents-là ont jamais cessé de dessiner Jean-Marie Le Pen. Et ça, c'est au-delà de l'anecdote. C'est grave. C'est très grave. Ça démontre l'inversion des valeurs terrible. Merci beaucoup Marie Cabrette d'avoir été avec nous sur Europe 1 et d'avoir trouvé la force de nous raconter ce qui s'est passé il y a 10 ans et qui restera bien sûr dans les mémoires, on l'espère, collectives. On n'oubliera jamais ce qui s'est passé le 7 janvier 2015. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.